Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je m'interroge sur le rôle que joue la peur dans la vaccination, qu'elle soit un moteur à l'acte médical ou au contraire un frein. J'articule le propos en deux parties. D'abord quelques généralités sur la peur et ensuite les vaccins. Évidemment, commençons par dire que la peur est une émotion bien naturelle devant l'inconnu, surtout s'il présente un danger. Si ce danger est mortel, la peur peut être alors salvatrice, car notre peur la plus profonde est sans aucun doute celle de la mort. Je ne sais pas si le monde actuel est plus effrayant qu'autrefois, mais je remarque que nous vivons dans un monde inquiétant où les peurs sont nombreuses. Par exemple, peur de l'inflation, peur de perdre son travail, peur de l'insécurité, de la guerre, peur des étrangers, peur des innovations technologiques et de Big Brother, peur du réchauffement climatique, peur des épidémies, et j'en passe. Chassons ce catastrophisme ambiant qui affole inutilement et bêtement les populations, écrit Didier Raoult. Il dénonce les sites d'information et les journaux qui relaient des informations anxiogènes sans toujours tenir compte de leur validité scientifique alors que se jouent des enjeux d'audience. Il me semble en effet difficile de nier le rôle joué par les médias dans ce climat de peur. Au hasard, j'ai analysé le dernier podcast disponible d'un journal diffusé un dimanche matin à 8 heures sur France Culture. En 7 minutes, j'ai relevé pas moins de 44 occurrences du champ lexical de la violence, alors même que la guerre en Ukraine n'était pas abordée. Que dire des chaînes d'information télévisées qui diffusent en permanence des images angoissantes? Ce climat pour le moins pesant est problématique. D'abord, les phénomènes du stress découverts par le docteur canadien Hans Seil ont des conséquences sur la santé. Le stress augmente la production de corticoïdes et d'adrénaline. L'enchaînement des réactions conduit à une dépression du système immunitaire, accentuée de surcroît par une diminution du taux de lymphocytes. Deuxième problème, si l'émotion de la peur perdure, elle prend le dessus sur la réflexion. Certains disent que la peur n'est jamais bonne conseillère. Troisième problème, la peur s'apprend très vite, mais l'éteindre prend du temps, elle laisse des traces. Après ces généralités, venons-en à la problématique vaccinale. La pandémie du Covid-19 que nous venons de traverser servira de base à la réflexion. Le climat de peur lié au Covid depuis 2020 est monté crescendo. D'abord, les médias nous parlent d'un ennemi lointain, mais dont la venue semble certaine, une attente digne du désert des Tartares de Buzzati. Ensuite, les conférences de presse quasi quotidiennes du gouvernement, et l'annonce récurrente du nombre de morts. Une approche tout à fait inhabituelle à une époque où la mort est plutôt tabou. Il serait intéressant de voir l'effet d'une telle approche comptable avec les morts liés au tabac, pour rappel environ 70 000 morts par an. Souvenons-nous ensuite du discours présidentiel préfigurant le confinement. Nous sommes en guerre. Un positionnement prêt à l'action, mais dont la sémantique est grave et stressante, pouvant même provoquer la panique, d'autant plus que l'ennemi est invisible. Puis vient en mars 2020 la situation inédite du confinement pour une pandémie en France. Les magasins en situation de pénurie, la peur de manquer. Le port du masque, qui rappelle en permanence l'ambiance angoissante d'une salle d'opération. La peur de la mort, bien sûr, face à une maladie méconnue, sans traitement efficace, et dont la propagation semble non maîtrisable, avec des unités de réanimation en surtension. Il y a pour certains la peur du déconfinement en mai 2020, une peur bien ancrée, qui persiste encore aujourd'hui pour certaines personnes âgées, ce qui les isole encore plus. Il y a la peur des autres, une défiance envers son voisin peut être asymptomatique. La peur de soi-même, suis-je un porteur sain, donc potentiellement contaminant pour mes proches fragiles? Pour faire obstacle à la transmission, on conseille d'appliquer les gestes barrières préconisés notamment par l'OMS. On ne doit plus se toucher. Cette distanciation n'est pas naturelle, et le souci de l'hygiène devient constant, obsédant. Guy Courtois, dans son livre Covid-19, la dictature de la peur, questionne cette légitimité de la peur. Sans contester le nombre de morts porteurs du Covid, il publie une démonstration statistique indiquant qu'il n'y a pas de réelle surmortalité si l'on prend en compte la population française vieillissante. Il questionne par ailleurs le rôle de l'État. Le politique a fait confiance à des modélisations, notamment de Neil Ferguson, prônant l'option du pire scénario, alors que ses prédictions passées étaient souvent erronées. Le politique a-t-il géré la peur du peuple ou a-t-il eu peur lui-même? Début novembre 2020, c'est la promesse d'un vaccin, une heureuse nouvelle alors que la France connaît un deuxième pic épidémique et un nouveau confinement partiel. Fin décembre 2020 débute la campagne vaccinale pour nous sauver rapidement de l'épidémie, peut-être, titre Le Monde. Le verbe sauver est fort, il témoigne de l'angoisse à l'époque. De nombreux citoyens sont soulagés d'être vaccinés, pas seulement des personnes à risque, car la peur a atteint un climax. Mais le vaccin est relativement peu populaire. Un sondage montre une grande méfiance vis-à-vis de cette nouvelle technologie à ARN messager.
L'État doit alors tenter de convaincre, car l'État incarne le sauveur suprême, pour reprendre la terminologie de Robert Charvin dans La peur, arme politique. Ce philosophe explique que l'État peut à la fois effrayer et rassurer pour mieux jouer au protecteur et enfin rassembler son peuple derrière lui. Le sauveur peut prendre l'apparence d'un père tranquille. Je me demande si la personne d'Alain Fischer, surnommé par les médias Monsieur Vaccin, ne joue pas ce rôle. Ce scientifique est bien connu des militants contre l'obligation vaccinale à 11 Valence, puisqu'il en a été le principal instigateur. Mais cette figure rassurante ne suffit pas face aux nombreux réfractaires au vaccin. L'État choisit donc ensuite de contraindre, en faisant voter en juillet 2021 le pass sanitaire qui deviendra quelques mois plus tard le pass vaccinal. Des millions de citoyens refusent malgré tout la vaccination, ce qui ennuie le président et c'est un euphémisme. Certains la refusent car ils n'ont pas peur de la maladie. Ils trouvent peut-être cette injection inutile, voire dangereuse. C'est la peur des effets secondaires. Des non-vaccinés ont pu alors se sentir coupables. La peur d'être seul dans ses choix n'est jamais agréable. Le philosophe écrit que l'individu solitaire est plus terrorisé que celui qui est enfermé dans sa tribu. L'homme ne cherche pas nécessairement la liberté, l'homme veut soigner ses peurs et ses angoisses, la recherche prioritaire est celle de la sécurité. L'homme opte le plus souvent pour l'ordre établi. Il espère en tirer le profit maximum pour sa servitude. C'est une explication possible de l'adhésion au vaccin dans les mois qui ont suivi juillet 2021, une explication plus complexe que celle de dire que la population voulait simplement reprendre ses habitudes de consommateur, quel que soit le caractère expérimental de cette nouvelle vaccination. Tout ce qui vient d'être dit s'appuie sur la crise du Covid-19, mais peut être étendu à toutes les maladies et leurs vaccins. La peur est une arme vaccinale puissante. Un nouvel exemple avec cette campagne contre la grippe, ou cette affiche déjà analysée dans ma vidéo 7. Depuis l'autorisation de la publicité sur les médicaments, la peur s'invite aussi sur les grandes chaînes entre deux divertissements. Elle nous surprend. Voici un montage d'un spot publicitaire financé par GSK, fabricant du vaccin contre la méningite, qui commence par des rires, puis une mise en scène digne d'un film catastrophe, et qui finit par l'injonction d'aller voir le médecin sur un bruitage de battements de cœur, très efficace. Mais la peur peut être aussi un frein à la vaccination. Je parle ici de la peur de se faire vacciner ou de vacciner ses enfants. Cette peur est-elle vraiment légitime? La doctoresse Christelle Guével-Delarue a tranché le débat. Pour elle, rien ne la justifie, et elle donne donc des conseils aux médecins pour les aider à rassurer les parents angoissés et récalcitrants. Ma vidéo 39 apporte un contrepoint au livre dont le principal défaut est de ne pas répondre précisément aux interrogations des familles. Je doute donc de son efficacité. Ce n'est pas ma place de dire si ces peurs sont légitimes ou non. Mes vidéos et mon site sont juste au service d'une conviction qui s'est construite au fil du temps, la défense du libre choix vaccinal. Pour me forger cette opinion, j'ai dû comprendre mes propres peurs pour mieux les maîtriser. La posture des familles qui ne vaccinent pas ou peu n'est pas simple, car elle exige d'elles un sérieux effort d'information qui passe nécessairement par des heures de lecture et de discussion avec des praticiens. Les familles sont en effet responsables, elles doivent de fait répondre de leur choix. Elles doivent rassurer le médecin qui lui aussi a le souci du bien-être de l'enfant. Faire des choix pour soi, ce n'est jamais confortable. Pour ces enfants, c'est encore plus difficile. Il est en effet bien plus simple de ne se poser aucune question et de faire ce qu'une autorité nous demande parce que c'est la loi qui nous déresponsabilise en quelque sorte. Pour ma part, la liberté de choisir est une haute valeur, mais elle a un prix. Il faut dépasser la peur de mal faire et cependant toujours douter.